Et donc maintenant, on va laisser la parole à Tristan et Bénédicte de Big Company qui vont nous présenter le meilleur de la 3D appliqué à la 2D. Donc, je suis Bénédicte Pérusse, directrice studio chez Big Company. Ça marche pas, c'est bon? Ouais. Donc, directrice studio chez Big Company. Donc, je reste vraiment 5 minutes pour faire une petite présentation rapide et ensuite, je laisserai la parole à Tristan. Donc, Big Company, c'est un studio lyonnais qui existe depuis 2001, qui a été fondé par Stéphane Dalbec et Jean-Philippe Paulien. Attends, je vais peut-être passer sur ça directement. Donc, on a trois vraiment. C'est un studio d'animation qui produit différents contenus animés. Donc, on a trois entités. On a Big Company Brand, dont les clients sont plutôt des agences, des marques. Donc, ça peut être très, très varié. On fait vraiment du motion, de la 3D, de la 2D, du live, du mapping, enfin, beaucoup de choses différentes. Donc, on a vraiment des clients très, très variés. On a ensuite Big Company Anime, où on crée de la série d'animation 3D et 2D. On fait aussi des trailers, enfin différentes. Il faut que je monte le micro, d'accord. Donc des séries d'animation 2D, 3D. Et Big Company Prod, qui est notre société de production, sur laquelle on développe nos propres documentaires, séries d'animation unitaires, et voilà, j'ai tout dit. Donc en fait, historiquement, Big Company, c'est plutôt un studio 3D. Et en fait, on est passé depuis peu à la 2D parce qu'on a un unitaire de 26 minutes qu'on a produit, qui a été acheté par Canal+, qui s'appelle Polo sans bobo, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Et en fait, il est en 2D et on a décidé au studio, plutôt que passer par un studio prestataire, de développer nous-mêmes le studio à la maison. Et du coup, on s'est mis à la 2D, donc ça n'a pas été une mince affaire. Il a fallu se reformer sur des outils, sur des nouveaux pipelines, et puis écouter aussi toutes les équipes 2D qu'on a embauchées, qu'on n'avait pas avant, sur les us et coutumes de la 2D par rapport à la 3D, on n'a pas du tout les mêmes façons de faire. Et du coup, on a créé un pipeline 2D avec l'aide de beaucoup de gens ici présents. Voilà, je te laisserai expliquer. Voilà, du coup, qu'est-ce que j'ai pas dit j'ai tout dit. Je crois que c'est tout. Qu'est-ce que j'ai ? Voilà. Donc là, on est à un studio de 350 mètres carrés à Lyon. La société de production a été créée qu'en 2010. Donc, au début, on était vraiment un studio prestataire. Et maintenant, on fait aussi de la production. On est entre 20 et 70 personnes selon les productions. On a un serveur de rendu, enfin une render farm de 50 CPU. Et on a aussi différents pipelines selon nos projets. On adapte aussi en fonction des clients qui peuvent nous imposer des outils ou pas. Donc on est très, on arrive à s'adapter en fait à plusieurs pipelines de production. On travaille aussi en temps réel aussi pour certains projets. Donc on a des pipelines temps réel depuis peu. Voilà. Donc je vais vous montrer une petite démo pour vous montrer un petit peu ce qu'on fait. Ça dure 1 minute et demie. Et je m'enfuis pour vous laisser la place à Tristan, notre développeur pipeline. Yeah, I just push it. Gotta go all out, gotta go all in. I just push it. And I won't give up, I was born to win. I just push it. And when I think I'm done, I just go again. I just push it. Come on, I just push it, yeah. Yeah, I push it to the limit, yeah. I go to the max. I push it to the edge now, yeah. Ain't no turning back, yeah. I go for broke and I fix it. And they love the way that I mix it up. What up? See, I'm hot like sunshine. Ain't gonna stop till it's done right. That's just how I run like. Yeah, cause you only got one life. Yeah, so I keep it running. Yeah, and I keep it fresh. Yeah, and I keep it 100. Yeah, but nonetheless, I just push it. Gotta go all out, gotta go all in. I just push it. And I won't give up, I was born to win. I just push it. And when I think I'm done, I just go again. I just push it. Come on, I just push it, yeah. Yeah, gotta push to the finish, yeah. Gotta push on through, yeah. Why you pushing on me? Cause I'm pushing on you. Yeah, I push it like a baseline. Slap that guitar. And if you hold it down, then you'll go very far. Yeah, I push it like a dealer. Moving weight in the streets.
And my style so fire, yeah, you be feeling the heat. Yeah, I had that juice, and I got that swag. Yeah, I just keep grinding, yeah, and I get the bag and just push it. Now just push it. Come on, now just push it, yeah. Eh ben, bonjour à tous, merci Béné pour la présentation. Je me représente rapidement, je suis Tristan, développeur pipeline chez Big Company. Aujourd'hui, je vais vous raconter un petit peu l'aventure qui a été le passage du pipeline 3D à l'animation 2D. Je précise que c'est de l'animation 2D Puppet et pas de la tradi. Juste pour vous donner un petit peu de contexte, nous on était plutôt un studio orienté 3D avec un pipe maison arrivé à maturité au sens où toutes les fonctionnalités dont on avait besoin étaient là. Et quand on s'est mis à la 3D, à la 2D, pardon, on s'est dit qu'on allait l'adapter. Donc on a fait appel à un formateur et à un directeur technique pour nous aiguiller un petit peu sur les us et coutumes de ces métiers qu'on ne connaissait pas. Et en bon développeur, moi j'ai demandé comment on fait pour automatiser les builds, comment on fait pour automatiser les exports, comment on fait pour automatiser les livraisons. Et tout le monde m'a dit « Ah mais personne n'automatise ça ». Bon, j'étais un petit peu surpris. Donc je me suis penché sur le développement sur Harmony et Photoshop. Ceux qui ont déjà tenté cette expérience savent à quel point ça peut être compliqué. J'ai donc demandé à Internet et mes collègues à quoi ça ressemblait un pipe sur de la 2D Puppet. La plupart du temps, ça donne plus l'impression que c'est des bouts de script qui se passent sous le manteau de studio en studio ou d'artiste en artiste. Et enfin, j'ai demandé à mes leads et sup ce que je pouvais proposer en termes d'outils ou de scripts, et ils me regardaient avec un air dubitatif, comme si je leur posais une question qu'on ne leur avait jamais posée. Donc tout ça m'amène à penser que bon, il n'y avait pas vraiment de culture du développement dans la 2D sur Harmony. Donc on y allait un peu au culot. On s'est dit, on va prendre le pipe tel qu'on l'a aujourd'hui. On savait qu'on faisait rentrer des ronds dans des carrés. Ça en a dérouté un petit peu au début. Mais aujourd'hui, je pense que tout le monde apprécie ce pipe et on a eu de très bons retours dessus. Qu'est-ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui? On va voir ce que moi j'attends d'un pipeline en tant que dev/TD. Je vais faire un tour des difficultés qu'on a rencontrées et des solutions qu'on a apportées. Donc il va y avoir toute la partie technique. Je vais essayer de pas trop rentrer dans des trucs de techos pour ne pas perdre ceux qui ne sont pas techniciens parmi vous. Et on verra aussi toutes les parties organisationnelles et humaines que ça représente de mettre en place un pipe. Et ce sera l'occasion de voir quelques outils qu'on a pu développer au cours de ces 4 dernières années. Je fais un petit disclaimer parce que vous allez certainement vous dire que je suis un peu dur avec le monde de la 2D, avec ses pratiques. Ce n'est pas tout à fait le cas, c'est plus qu'en fait je comprends les difficultés et les raisons pour lesquelles il n'y a pas forcément de pipe, c'est pour des raisons techniques et historiques et que je suis complètement OK avec ça, il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce que j'entends par pipeline ? Grosso modo, c'est juste maîtriser ce qui entre et ce qui sort de chaque département en termes de fichiers, en termes d'informations. Donc, dans cette présentation, je vais prendre en exemple la box anime ou le layout, ça dépend des studios, tout le monde n'appelle pas pareil, mais grosso modo, c'est très représentatif de ce qu'on peut attendre du pipe, puisque c'est à la frontière entre plein de départements. Et grosso modo, voilà, ça consiste à importer les assets, importer les backgrounds et configurer la caméra, et ensuite, ça part à l'animation. En pratique, ça ressemble plutôt à ça. Et donc vous me direz si je suis pessimiste, mais de mon point de vue de dev, chaque étape peut être un moment où on peut se foirer lors du build d'une scène, donc l'import des assets, des backgrounds, du son, de la caméra, de la durée du shot, des intentions de réalisation, des posings, de la configuration du logiciel, des préférences. Je ne vais pas tout faire, ça peut être, ça va être un peu laborieux. Mais quand on a regardé toutes les composantes qui font un shot buildé correctement, on s'est aperçu que la plupart d'entre elles sont automatisables d'une manière ou d'une autre. Toutes celles qui ont un petit check vert, c'est ce qu'on peut régler avec une base de données, un prod tracker. Donc nous, on utilise Kitsu et un MongoDB
plus un scrapper, donc un script qui va récupérer des données tout le temps, ce qui est particulièrement pratique quand par exemple on travaille avec d'autres studios, puisqu'on peut aussi scraper des données depuis un ShotGrid, depuis un Kitsu, depuis un aquarium, et éventuellement après les convertir vers le prod tracker de notre choix. Le deuxième truc qui est facile à automatiser, c'est l'import des fichiers, parce qu'en fait, si on a un bon système de recherche de fichiers et qu'on a une nomenclature qui est stable, on peut retrouver facilement les dernières versions. Donc nous, on utilise le package Python Lucidity, sur lequel on a rajouté une grosse surcouche, mais voilà, qui maintenant fonctionne plutôt bien. Et pour ne pas se prendre les pieds sur la configuration des logiciels, on a un launcher avec des configurations figées, on set certaines préférences et ainsi de suite. Tout ça permet aux scripts, tous les scripts qu'on a mis en place de bien fonctionner, mais une des difficultés avec ça, c'est qu'on se rend vite compte qu'il faut standardiser. Ce que j'appelle par là, c'est standardiser tout ce qui va être nomenclature, structure de fichiers, structure des informations. Les nomenclatures, qu'on le veuille ou non, c'est un élément technique. Si on dit qu'il y a un asset qui va s'appeler tout le temps en chiffres et en lettres, on ne peut pas rajouter underscore version 2, parce que sinon dans les nomenclatures ça a tout décalé, bref c'est le bordel. Structure de fichier, ça veut dire qu'on va pas pouvoir se permettre d'appeler un élément arbre sur Kitsu et arbre avec un A majuscule sur le serveur, sinon tout explose. Et structure des informations, ça veut également dire que quand on travaille avec des colonnes sur Kitsu, des tableurs Excel ou ainsi de suite, un chargé de prod qui supprime une colonne fait aussi tout exploser, ou qui déplace quelque chose, ou qui rajoute une virgule. Donc voilà, tout ça se standardise. Nous, pour faire en sorte que la prod reste bien sur ses rails, on a plusieurs sortes de grands principes. Le premier, c'est le build. Aucun artiste ne crée lui-même une scène. Ça passe toujours par un script qui configure la scène et qui crée une base scène à partir de laquelle les artistes vont pouvoir travailler. Le deuxième, c'est ce qu'on a appelé le sanity check, qui est une liste de critères qu'on va devoir respecter avant de pouvoir publish un asset. Donc on va vérifier des tonnes de trucs, bon je vous donnerai des exemples plus tard, mais une fois que c'est... l'avantage de ce sanity check, c'est qu'il est bloquant. Si un asset ne remplit pas tous les critères qualité, on ne peut pas le publier. Dernier point, c'est le publish, qui grosso modo prend la scène clean telle qu'elle est et qui l'exporte dans un format encore plus clean et éventuellement avec des informations en plus. À côté de ça, on a deux autres petits frères qui sont la livraison et l'ingest. Nous, en fait, on travaille énormément avec d'autres studios et donc quand on a un publish qui est déjà super clean, on ne va pas envoyer le fichier tel quel. Parce que si ça se trouve, nous on travaille sur Windows, l'autre studio il travaille sur Linux, donc il va falloir faire des opérations supplémentaires pour assurer la compatibilité entre les studios. Voilà, idéalement, il y a un script aussi qui envoie tout ça sur un FTP ou quelque chose comme ça. Et inversement, quand on reçoit des ressources depuis un autre studio, ça ne veut pas forcément dire que le studio a mal fait son boulot, mais que des fois il ne sera pas conforme à notre fonctionnement. Donc on a une phase d'ingest, tout asset qu'on récupère d'un autre studio, qu'on récupère sur Internet, passe par une phase de conformation. Voilà un exemple avec un asset Puppet rigué. Là, on peut voir que notre sanity check il contient plein de critères. Donc, est-ce que le backdrop est bien présent? Est-ce qu'il est bien nommé? Est-ce qu'il y a un peg? Est-ce qu'il y a un groupe? Est-ce que les palettes sont bien gérées? Est-ce qu'il y a des nodes qui sont loquées? Et ainsi de suite. Je ne sais pas si vous voyez la petite barre, mais il y en a encore plein en dessous. Et une fois qu'on a tout bien vérifié, nickel, l'asset est prêt à être exporté. La même logique s'applique à tous les départements, puisqu'on fait ça aussi pour le background. Si par exemple on a une scène Photoshop qui est structurée comme ça, avec la mauvaise nomenclature pour les groupes ou pour les layers, un coup de sanity check, tout à la bonne couleur, tout à la bonne nomenclature, prêt à exporter. Le publish, quant à lui, permet de faire plus que juste sauvegarder son fichier Photoshop et passer à l'étape suivante. Quand on veut builder un fichier Harmony avec un fichier PSD, en fait, il va y avoir plein de trucs qui vont poser problème. Harmony gère assez mal l'opacité, les blending modes et ainsi de suite. Et nous, on se sert d'un script d'export qui va exporter la position, le scale, voilà, l'opacité, le mode et ainsi de suite. Et toutes ces informations sont utilisées après. Ce que ça donne, c'est que ça, c'est un build tel qu'il sort du script. Aucune action humaine supplémentaire, tout est bien branché, tout est bien importé, tout est au bon endroit,
avec les dernières versions. Et on a appliqué cette logique à tous les départements. Tous les départements, je rajoute une petite astérisque parce qu'il y a certains départements sur lesquels c'était complètement overkill et sur lesquels, évidemment, cette logique n'a pas vraiment de sens. Donc on les a mis au point clé. Donc vraiment l'export des assets et box anim, anim, compo. Vous allez me dire pourquoi tout scripter. En fait, ça a plusieurs avantages. Le premier avantage du script, c'est qu'il ne fait jamais de faute de frappe. Et j'en entends qui disent « Ah non, mais moi je fais jamais de faute de frappe ». Le jour où vous aurez un node avec un espace à la fin et que l'espace il est invisible et que ça fait tout planter et que vous ne savez pas pourquoi, vous remercierez le script. Deuxième avantage, c'est qu'il n'y a aucune marge d'interprétation. Des fois, quand on donne des guidelines aux artistes, c'est possible que chacun interprète les guidelines un peu à sa manière. Avec un script, on est toujours à 100% sûr qu'on a le même résultat. Et le dernier avantage, c'est que c'est très sensible aux imprévus. Donc si par exemple, je ne sais pas, dans votre fichier Photoshop, il y a quelqu'un qui a eu la bonne idée de rajouter un masque d'écrêtage, le script il va planter. Et ce plantage sera l'occasion de prendre des décisions par rapport à cet élément imprévu et décider qu'on va rajouter un sanity check ou quelque chose comme ça. Vous pouvez voir ça un petit peu comme une sorte de videur à l'entrée de la boîte de nuit que serait votre projet. Au début, ça va être frustrant. Les artistes vont râler parce qu'ils ne pourront pas publier leurs assets. Mais plusieurs avantages. Petit 1, votre projet reste clean en toutes circonstances. Petit 2, l'artiste qui a ses sanity checks qui ne passent pas, il apprend à cleaner ses assets. Et autre chose qui est importante par rapport à ça, c'est que vous pouvez vous dire « Non, mais c'est pas grave, il y a un asset, il n'est pas parfait, il ne passe pas tous les sanity checks, pas grave, on le fait passer en prod. » À ce moment-là, vous venez de multiplier votre problème par 250, parce que votre asset pété, il va être utilisé dans 250 shots. Donc la finalité du pipe, en ce qui me concerne, c'est pas de faire des outils cool, c'est de rester en dehors de ce que j'appelle le cercle de l'enfer, qui est grosso modo qu'il va y avoir un artiste qui va faire un asset qui est pété, qui part à l'animation, l'animateur bloque. Donc, il contacte le rigueur. Le rigueur s'arrête de faire ce qu'il est en train de faire. Du coup, il contacte un sup pour que le sup prévienne l'animateur qu'il ne va pas pouvoir faire son taf. Mais du coup, comme ils prennent du retard, ils contactent la chargée de prod, qui contacte le prod. C'est le bordel. Je ne vous fais pas toutes les raisons pour lesquelles une prod peut partir en vrille, mais ça, c'est une force exponentielle contre laquelle on doit lutter au quotidien. Nous, en mettant en place ce système de build, sanity check, publish, on reste en dehors de ce cercle et on arrive à produire des shots qui se build tout le temps. 99% à peu près, si on prend en compte les petites pétouilles et les erreurs humaines. Mais peu importe qu'il y ait 1, 2, 10 assets, 10, 20, 100 layers, le shot arrivera toujours à se builder. Et j'ai demandé un petit peu, sur les shots qui sont simples, on a des temps de box anim d'environ 2 minutes. Build est rendu et envoie sur Kitsu compris. Alors, quels obstacles on a rencontrés? Je vais vous parler très rapidement des API, en essayant de ne pas être trop technique. Grosso modo, quand un artiste interagit avec un logiciel, il le fait avec ses petites mains. Quand un développeur interagit avec un logiciel, il le fait avec des API. Grosso modo, le roi des langages en ce qui concerne les API dans la 3D, c'est Python, qui est utilisé par la majorité des logiciels. Et qui a plein d'intégrations sur Deadline, sur Kitsu, il y a plein de packages, il y a une communauté de fous furieux. Photoshop, c'est JavaScript. Harmony, c'est QtScript, qui est un JavaScript qui était populaire dans les années 90-2000, mais qui est très à la bourre maintenant. Il y en a certains parmi vous qui me diront qu'il y a effectivement une API Python, mais ceux qui l'ont essayé, c'est que ça demande encore un petit peu de boulot. Donc nous, comment on fait pour communiquer entre Python, donc, qui va faire notre interface avec Kitsu, avec plein d'autres applications, notre base de données, ainsi de suite. On utilise un package qui s'appelle Photoshop Python API, qui utilise un protocole que je ne vais pas rentrer dans les détails. Et comme Python ne permet pas tout à fait d'exposer toutes les options dont on pourrait avoir besoin, on est obligé par moment de passer par du JavaScript. Et là, on a une sorte de sous-logique JavaScript qui va aller chercher où c'était quelques informations.
Je ne vous fais pas le détail, mais il y a 2 ressources qui sont très pratiques, la documentation Visual Basic et un plugin Photoshop qui est super bien parce qu'il vous permet de faire une action à la main dans Photoshop et vous pouvez voir dans votre éditeur de code ce qui s'est passé sous le capot en temps réel. Extrêmement pratique. Pour Harmony, c'est un petit peu différent. On utilise un launcher qui va charger une scène vide. Et le fait de charger une scène vide est important parce que ça permet de déclencher un script que Harmony déclenche à chaque ouverture de scène. Et c'est à ce moment-là qu'on injecte du code. Donc, nous, dans ce script-là, on va prendre n'importe quel script de notre choix, donc un script de build, un script de publish, un script de rendu, et on va l'injecter dans ce script synopen.js. Et on va exécuter du JavaScript. Alors, je vous avais dit que le Python, c'est ce qui marchait le mieux. Sauf qu'en fait, dans Harmony, JavaScript permet de faire probablement 90% de ce qu'on a besoin de faire au quotidien. Python, il va être juste utilisé pour interagir avec Kitsu ou la render farm ou quelque chose comme ça. Et notre petit module qui permet de faire communiquer JavaScript avec Python est lui aussi configuré par le launcher. Toute cette logique que je vous ai montrée, elle est branchée à notre browser qui permet par exemple de sélectionner 170 shots d'un coup, faire clic droit, build, on va chercher un café, on revient, on a 170 shots buildés. Avec voilà, un petit gestionnaire de priorité et de job. L'avantage de ce système-là, c'est que, d'accord, ça demande un petit peu de setup, mais une fois qu'il est en place, vous pouvez batcher n'importe quel script. Et on a quelques outils que je peux vous présenter. Il y en a un qui permet de banquer des poses et des animations depuis l'extérieur d'Harmony. Donc on sélectionne le personnage qu'on veut banquer, on choisit le frame range, on lui dit où est-ce qu'on veut banquer, c'est parti, ça tourne en tâche de fond. Pareil pour les implémentations avec la ferme de rendu sur Deadline, un petit launcher qui va bien et c'est parti. Je voulais faire un point sur le versionning, je ne vais pas le faire par manque de temps, mais si vous voulez revenir dessus pendant les questions, il n'y a pas de souci. Le deuxième point qui a été un peu un obstacle, c'est la culture dev qu'il y a dans la 2D. Je vais vous prendre pour exemple le logiciel Blender, qui est un peu voilà, le contre-exemple en la matière, puisqu'il y a des tonnes de tutos sur Internet, il y a des add-ons faits par la communauté, il y a de la doc super bien foutue. Le côté open source fait que de toute façon l'API est très ouverte. Et grosso modo, la philosophie générale du logiciel, c'est que tout ce qui peut être fait à la main peut être fait en code. Donc globalement, ça fait qu'il y a une communauté de fous furieux. Et à côté, Photoshop et Harmony, à l'échelle, je dirais que c'est ça. Heureusement, il y a 2 super-héros dans le groupe, un Discord, tout le monde et des chats, sur lequel voilà, je vois qu'il y a quelques membres qui sont dans cette salle. Donc n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. Et le deuxième, c'est le projet Open Harmony, qui est une sorte de surcouche JavaScript qui permet de développer beaucoup plus facilement dans Harmony, et qui est lui aussi un projet open source. Le petit souci quand on se met à développer sur Harmony et qu'on fait grosso modo un pipe pour le Puppet, c'est que la courbe d'apprentissage est très compliquée. Admettons, vous embauchez un dev, il va falloir qu'il rencontre l'équipe, qu'il apprenne les process de la 2D et toutes ces bizarreries, qu'il se mette à jour sur les logiciels qu'il ne connaît pas encore, donc potentiellement Photoshop, Harmony, Python, JavaScript. Il va se heurter au manque de documentation, au manque de communauté, passer par tout un ensemble d'émotions diverses et variées avant de finalement pondre difficilement son premier script. Une fois que c'est fait et qu'on a le pied dedans, enfin à ce moment-là, on peut commencer à faire des intégrations et voilà, faire un joli pipe tout propre. Ce à quoi il faut rajouter, parce que c'est du travail de long terme, de la maintenance, du support, de la gestion des bugs, et former les équipes à ces outils qui ne sont connus de personne. Vous avez bien compris que niveau RH, le candidat idéal, c'est quelqu'un qui connaît le logiciel, qui connaît les langages et qui connaît les bizarreries de l'animation Puppet. Autant dire que c'est un profil qui est rare. Donc votre best bet, c'est de tomber sur un TD qui est intéressé par le code ou un codeur qui est intéressé par l'animation Puppet. Et si jamais voilà, vous n'avez pas le budget pour un dev et que vous vous dites est-ce que je dois vraiment me taper tout ça, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez peut-être prendre un dev et lui demander de s'arrêter sur les questions
Python simple, échange avec Kitsu, livraison des fichiers, et ainsi de suite. Ouais. Sur les relations avec l'équipe, il y a aussi quelque chose qui manque un petit peu, c'est que vu que c'est un métier qui est assez inconnu, c'est aussi un métier qui est assez peu structuré dans les boîtes. Généralement, ce qui se passe, c'est qu'on a un artiste qui a un besoin et qui va communiquer avec son sup et le dev. Donc, l'artiste exprime un besoin, le sup connaît le logiciel, mais il ne sait pas développer, et le développeur, il sait développer, mais il ne connaît pas le logiciel. Se rajoute à ça les chargés de prod, parce qu'on les oublie souvent, mais les chargés de prod, en fait, ils ont énormément besoin de scripts. Parce qu'ils récupèrent des livraisons, ils récupèrent plein de fichiers, ils gèrent plein de validations, de retake, et ainsi de suite. Ils font transiter énormément de données, donc d'un point de vue data, c'est très important de les soutenir. Et donc de construire cette relation dans laquelle vous avez des process et des scripts qui se construisent au fur et à mesure. Un des trucs qu'il faut éviter, et c'est aussi du travail, c'est ce que j'appelle l'effet boîte noire. Grosso modo, vous allez avoir des sup et des chargés de prod en 2D qui vont voir le dev et qui vont se dire c'est un magicien, le pipe, c'est une entité surnaturelle. Mais en fait, quand on y réfléchit, un script, c'est des choix et des pratiques qu'on pourrait faire à la main, mais on a remplacé le travail à la main par du code. Traduction. Toute la partie choix des technologies et des process, un superviseur peut le faire. Le développeur, sur le papier, ne peut se charger que de la partie voilà, développement, voilà, proprement parlé. Ce que ça veut dire, pardon, je suis allé trop loin. Ce que ça veut dire, c'est que quand un sup communique avec un dev, il faut qu'il parte du principe qu'il ne connaît pas le logiciel. Donc, on ne peut pas dire « exporte un asset clean ». Clean, ce n'est pas un cahier des charges. Donc, le meilleur moyen, c'est de faire un cahier des charges précis, de montrer au dev comment on fait à la main, et le dev trouve la solution pour le transposer en script. De notre côté, nous les devs, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux communiquer avec les équipes? Des interfaces clean. C'est important, les artistes sont super sensibles à ce genre de trucs. Une autre chose qui est assez importante, c'est que mine de rien, ça permet d'avoir une identité claire pour le pipe, ça permet de savoir quels outils font partie du pipe et quels outils n'en font pas partie. Et de toute façon, derrière, il faudra des release notes, du support et des réunions de calibration pour que tout le monde soit bien au courant de comment fonctionnent les outils. En conclusion, je sais exactement ce que beaucoup de gens parmi vous vont dire. La mise en place est longue, les devs, ça coûte cher, et tout ça, ça a l'air vachement compliqué. Mais voyez l'effet de levier. Si vous avez un script qui fait gagner 1 minute sur 52 épisodes, multiplié par 170 shots, multiplié par le nombre de versions, par exemple, qu'un artiste va fournir, grosso modo, vous multipliez par 10 000. Le deuxième avantage, c'est qu'en faisant ce travail de demande, cahier des charges et montrer comment on fait les choses à la main, vous allez aussi construire des documentations et des process qui sont plus clairs pour toute l'équipe. Un autre point, c'est qu'il ne faut pas oublier que nous, on fait beaucoup de séries et que ça peut créer des tâches répétitives et aliénantes, et on se retrouve avec des personnes qui vont faire la même tâche en boucle pendant 2 ans. Et si on peut leur éviter ce malaise, ce serait super. Et je vous avais parlé du cercle de l'enfer. N'oublions pas que la mode en ce moment est à la cofabrication. C'est compliqué avec un studio. Rajouter 2 ou 3 studios, c'est le même problème mais au carré. Pour terminer, moi quand j'ai commencé la 3D, je ne vais pas vous mentir, je suis tombé sur plein de personnes qui m'ont raconté des histoires mais horribles, horribles, avec la 2D, avec Photoshop, avec Harmony. Ça m'a fait super peur. Et globalement, malgré quelques pétouilles à droite à gauche, chez nous ça a toujours été clean. On a tout rendu dans les temps. Jamais de gros problèmes à déclarer. Je pense que les équipes sont contentes, les personnes avec qui on travaille aussi. Donc que ce soit les producteurs ou les studios partenaires, globalement on a eu de très bons retours, malgré notre relative jeunesse dans le milieu. Et espérons-le qu'on ait fait de meilleurs programmes pour les spectateurs. Si cette conférence vous a intéressé, je vous conseille très vivement de regarder cette conférence
d'un petit studio indépendant qui est passé de 0 pipe à 100% pipe. C'est hyper intéressant, il y a énormément de choses à aller chercher là-dedans. Pour terminer, j'aimerais remercier les 2 personnes qui nous ont aidés à mettre en place ce pipe, donc Benjamin et Gabriel. Le Discord Toon Boom TD, qui est une super ressource, la communauté est super, venez faire un petit coucou. Et évidemment CG Wire qui nous a accompagnés et qui a organisé cet événement. Merci beaucoup. Merci pour cette presse, je suis hyper fan de tout ce que tu as dit, ça fait plaisir. J'ai une question, si tu pouvais nous parler du versionning, tu nous dirais quoi? Bon, on va revenir. Ce n'est pas le cahier des charges. On va revenir dans la présentation, j'imagine. Hop là. Alors, le versionning, donc je vais faire simple, mais la majorité des logiciels, essentiellement en 3D, utilisent à différents degrés un système de référence. Grosso modo, quand on importe un asset, on ne l'importe jamais en dur dans la scène, on fait une sorte de placeholder qui va importer un autre fichier. Donc ça prend différentes formes, les références dans Maya, les links dans Blender, ou voilà, les reads sur Houdini ou Nuke. Et ce qui se passe, c'est qu'on a 2 solutions si jamais un asset est mis à jour. Soit on écrase le fichier d'origine, ce qui fait que dans le shot, il est automatiquement mis à jour. Ou alors, on casse la connexion entre le premier fichier et on va pointer à la place vers une V2. Donc c'est 2 manières de mettre à jour ces assets dans une scène. Dans Harmony, ce concept n'est pas très présent, ce qui veut dire qu'une fois qu'un asset est importé ou qu'un décor est importé, il est importé. Donc si on se rend compte au bout de 250 shots qu'on a foiré quelque chose, la seule solution c'est de faire un script pour fixer l'asset. Donc nous, comme on a notre truc qui permet de faire clic droit, tu prends tous les shots et vas-y tu rebranches un truc, ou alors tu supprimes une palette ou je sais pas trop quoi. Donc on a 2 manières de faire ça. Soit, je suis revenu trop loin en arrière, hop. Soit on exécute du code dans Harmony, soit vu que les fichiers Xstage sont grosso modo des fichiers XML avec un petit parseur et le module regex de Python, ça peut complètement faire le taf. Voilà, je t'ai fait la partie sur le versionning. Je vais essayer de faire assez vite. Est-ce que vous avez fait quelque chose de spécial pour que les artistes 2D ils aient pas de problème à utiliser le pipe? Je pense notamment au sanity check par exemple. Moi dans mon studio, juste les artistes voient les sanity check et font bon, je veux pas utiliser le pipe. Et ils n'utilisent pas le pipe et c'est chiant. Donc est-ce que vous avez fait des trucs un peu pour que la prise en main elle soit facilitée à ce niveau-là, ou juste vous avez des bons élèves? Alors c'est une bonne question. Grosso modo, il y a une grosse influence des sup en fait. Globalement, on a une sorte de rituel dans lequel, en réunion, on définit donc un cahier des charges et ainsi de suite. Les sup en parlent aux équipes et en fait, quand l'outil est prêt, il y a de la communication entre les équipes et le sup. Et en fait, généralement, ça se passe plutôt bien. De ce côté-là, après, les outils normalement sont pensés pour être assez ergonomiques, donc la plupart du temps, ça ne fait pas trop râler. On va pouvoir enchaîner sur la suite. Merci Tristan et Bénédicte pour cette présentation très très clean. Merci.